Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettons le couvert. Nous sommes Aude, Stéphanie et Laurence. Nous baignons dans le domaine de la nutrition depuis nos études. Chaque jour, nous faisons des choix sur ce que nous mangeons. Et ces choix ont un impact indéniable pour notre santé, notre bien-être et celui de notre planète. Mais que choisir ? Parfois difficile de comprendre et de s'y retrouver. C'est pour cela que nous avons eu envie de mettre le couvert avec des personnes inspirantes, actrices pour une nutrition saine et durable. Nous espérons que vous aimerez partager notre tablée et que ces échanges vous aideront, comme nous, à éclaircir vos choix. Au menu aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Simone Franière qui a développé l'épicerie bio et vrac du Sureau. Une véritable institution lausannoise au cœur du domaine du bois-genou. Simone a mis le couvert pour une nutrition saine et locale depuis quelques années déjà. Et nous sommes ravis qu'elle ait accepté de nous partager son expérience et ses convictions. Bonjour Simone et encore merci d'avoir accepté cette rencontre. Nous sommes ravis de te rencontrer aujourd'hui et de mettre le couvert avec toi. Notre table est tressée dans la salle du restaurant du Bois-Genou, attenante au domaine agricole et à ton épicerie. Ce lieu a pour mission de promouvoir une alimentation saine et durable. Avant de nous en dire plus sur ce lieu et sur ton parcours, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'évoque pour toi nutrition saine et durable ? Alors, pour moi, une nutrition saine et durable, c'est avant tout une nutrition, évidemment, qui respecte l'écologie, c'est-à-dire qui a un impact minimum sur nos ressources, c'est-à-dire les sols, l'eau, l'air, mais aussi qui respecte le domaine social, c'est-à-dire que les gens qui produisent doivent être rémunérés convenablement. Voilà, donc ça, c'est essentiellement pour le durable. Et ensuite, pour ce qui se concerne la nourriture saine, évidemment, on entend toujours c'est sans pollution, c'est sans additifs. Mais en fait, ce que j'ai remarqué au magasin, c'est que le plus important pour finir, enfin pas le plus important, mais quelque chose qui est très important et peu mentionné, c'est finalement qu'une nourriture saine, c'est un peu comme un collier de perles. C'est-à-dire que quand on mange un aliment, il faudrait le manger dans son entier. C'est-à-dire qu'on ne mange pas les perles, et ensuite le bracelet, et ensuite le fermoir. C'est-à-dire que quand on mange la farine, ce serait bien qu'elle soit faite à partir du grain de blé dans son entier. Pas comme aujourd'hui, où c'est fait fréquemment comme ça, c'est-à-dire qu'on enlève souvent le germe du blé avant de le faire en farine. Ou par exemple pour le lait, on a pensé qu'on pouvait dissocier tous les ingrédients du lait, et que ça ferait un ingrédient tout aussi sain que le lait dans son entier, comme il sort du pied de la vache. Eh bien, j'ai l'impression, en tout cas chez moi au magasin, que plus j'entends les gens et plus j'entends aussi leurs problèmes de santé, j'entends leurs retours. Et, et par rapport aussi à ce que j'ai lu, bien sûr, je trouve que vraiment, ça devient de plus en plus évident qu'on ne peut pas dire la viande est saine ou pas saine. Quelle viande ? On ne peut pas dire le pain, c'est bon ou c'est pas bon. C'est quel pain ? La même chose pour le lait, en fait. Donc pour moi, sain, ça veut dire des aliments dans leur entier. Et puis après, si on parle de manière plus globale, manger sainement, c'est manger quand même peu de sucre, manger des aliments complets, manger équilibré. Ouais. Voilà un petit peu ce que c'est pour moi. Merci. Mais peut-être une question qui arrive ensuite, c'est toutes ces notions en fait de nutrition saine et durable, elles sont arrivées comment ? Parce que si j'ai compris, tu étais géologue avant. Donc comment tu es passée de géologue à se poser ce genre de questions et être actrice, puisque maintenant tu as une épicerie. Et pourquoi aussi cette épicerie ? Pourquoi au Castel du Bois-Genou ? C'est une longue histoire. Donc comme tout le monde, j'ai fait mon chemin parce que je crois quand même que on commence pas à manger bio et avec conscience du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Il y a quelque chose qui s'éveille et qui évolue. Et pour moi, en fait, ça a été déjà le plaisir de l'alimentation, comme vous, depuis la base. Mais ensuite, c'est vrai que la naissance de mes enfants a quand même changé quelque chose. C'est devenu plus conscient. Et pour finir, je pense que le tremplin le plus important, ça a été mon départ pour 2 ans et demi aux États-Unis, où j'ai vu ce vers quoi je ne voulais pas aller. Effectivement, l'agriculture, en tout cas conventionnelle là-bas, se fait d'une manière que j'aimerais vraiment pas avoir chez nous.
Et puis, c'est devenu du coup de plus en plus évident pour moi qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait être acteur, pas seulement observateur. Je voulais mettre ma pierre. Et je pense qu'un élément important, c'est que pour moi, l'alimentation, c'est pas seulement ce dont je me nourris, mais en me nourrissant, c'est un acte social. C'est-à-dire que je vais soutenir un fermier qui fait les choses d'une certaine manière, je vais soutenir un transporteur qui va faire d'une certaine manière, je vais soutenir des familles qui vont pouvoir elles-mêmes vivre, et puis toute une agriculture qui va maintenir ou non notre écosystème. Et je trouve que ça fait vraiment partie des choses importantes de la vie. Donc dans la vie, il faut quoi ? Il faut manger, s'abriter et dormir, en gros. Donc c'est essentiel, quoi. Donc, en revenant en Suisse, je me suis dit, voilà, il faut que je travaille de nouveau. J'avais eu beaucoup de temps aux États-Unis pour lire, pour me documenter. Et c'était clair pour moi que, toujours passionnée pourtant pour la géologie, c'est pas ça, mais que j'avais un rôle, enfin voilà, pour moi c'était vraiment un rôle à jouer là-dedans. Et pourquoi le bois-genou ? Alors, je connaissais déjà le bois-genou depuis longtemps, donc je venais déjà comme cliente, comme endroit pour me balader, je connaissais le site. Et j'ai toujours trouvé que c'était très enthousiasmant, cette dynamique commune. Donc le Bois-Genou fonctionne vraiment comme un ensemble interactif, c'est-à-dire que la ferme travaille avec le magasin, qui travaille avec le restaurant. Et on a même beaucoup d'interactions avec l'école qui est proche. Je trouve qu'aussi que c'est un élan positif, les gens sont tous volontaires, ont envie d'avancer dans la même direction. Et quand une place s'est libérée au magasin, j'ai sauté sur l'occasion. D'abord donc comme employée et pour finir avec grand plaisir comme gérante et comme propriétaire, voilà, du magasin donc. Et puis voilà, comme je me suis retrouvée là. Et tu disais, Simone, que tu as eu un déclic quand même pour être actrice. Comment concrètement dans l'épicerie tu as commencé à mettre en pratique, tu as commencé l'action en fait vers cette nourriture saine et durable au-delà de toi. Alors en fait, pour moi le magasin c'est comme une prolongation, donc c'est juste que j'ai beaucoup plus de temps maintenant pour me consacrer que à ça. Disons que le but c'est vraiment de réfléchir à chaque question, chaque chose, chacun de mes choix est réfléchi. Donc c'est devenu vraiment mon métier, donc j'ai vraiment le temps. Et je prends le temps, donc j'y consacre toute ma semaine, et même j'y pense quand je ne suis pas au travail. Donc c'est vraiment un acte de chaque choix, de chaque décision. Il y a des critères au-delà desquels je ne sors pas. Donc c'est minimum bio, si possible Déméter, donc basé sur la biodynamie, qui est une agriculture qui est encore plus poussée. C'est-à-dire que on va respecter. Donc, si on trouve sur un produit le label Déméter, ça va nous garantir que tous les échelons ont été respectés, les gens, les animaux, la terre et l'environnement. Ça va au-delà, mais pour résumer. Et par rapport au bio, justement, qu'est-ce que c'est la différence dans ces échelons ? Pour le bio, qu'est-ce que c'est qui est respecté ? Ça serait que la terre ou alors oui, la terre, donc les produits utilisés sont différents. Mais par exemple, c'est pas, pour vous donner un exemple concret, dans le Déméter, les vaches doivent garder leurs cornes parce qu'on considère que c'est une partie des vaches. Donc elles doivent garder leur intégrité. Et dans le Déméter, dans la biodynamie, les salaires doivent être corrects. Mais aussi, par exemple, je peux vous parler de la ferme que nous avons à côté du magasin. Ce qui est très intéressant, c'est que, en principe, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais faire d'exception, mais en principe, on détermine le nombre de vaches du troupeau par rapport à l'herbe qu'on a sur place pour les nourrir. Donc on va aussi les nourrir qu'à l'herbe, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres domaines, même dans le bio. Ensuite, le nombre de vaches va déterminer le purin qui va servir à nourrir le sol pour faire pousser les légumes. Donc on va avoir le nombre de légumes en conséquence du purinage qu'on va pouvoir faire. Et donc c'est un équilibre qui se tient. Et comment ça se répercute pour moi au magasin ? C'est-à-dire que quand je prends Déméter, pour moi c'est de toute façon important, mais plus c'est loin. Je vais vous donner l'exemple classique des bananes, qui sont un des écarts qu'on fait pour de multiples raisons, mais je ne vais pas tout vous expliquer là. Mais
pour les bananes, par exemple, je fais un point d'honneur de les prendre Déméter. Parce que ça me garantit, c'est très loin, c'est donc très difficile pour moi de contrôler, contrairement aux fermes qui sont ici où je vois. Le label Déméter me garantit que les gens ont été payés, que la banane a été cultivée sans la pousser, que les choses ont été faites avec un équilibre qui respecte l'environnement, ce qui est pour moi vraiment important. Et donc je préfère que les gens mangent des bananes au magasin où j'ai une certaine garantie qu'ailleurs, où le contrôle est peut-être moins grand. Donc ce label m'apporte vraiment ça. Tu disais ce qui est proche, donc un fournisseur par exemple qui n'est pas encore bio, peut-être qu'il l'a en tête, peut-être qu'il a démarré la démarche. Quel est comment est-ce que tu fais le choix par rapport à cet agriculteur qui est peut-être juste à côté ? Alors absolument, donc je vais toujours favoriser dans la mesure du possible le local, toujours. Donc c'est là qu'interviennent ces cercles. Donc au-delà des critères officiels qui sont donc bio, Déméter, le plus possible local, et évidemment de saison. Ensuite, il y a ces critères de cercle, c'est-à-dire que je vais toujours prendre l'aliment le plus proche possible. S'il n'y a pas, je vais le prendre au niveau cantonal, si je ne le trouve pas au niveau suisse. Et après, pour certains aliments, ça s'arrête. C'est-à-dire que soit je ne le prends pas, typiquement, nous n'aurons pas de tomates, de courgettes et autres en hiver. Mais justement, pour ceux qui sont proches, que j'ai envie d'intégrer au maximum au magasin, donc j'ai de nombreux artisans représentés au magasin, en fait, le critère, c'est quand même le bio, même s'il n'est pas labellisé. C'est-à-dire que un producteur qui va venir vers moi et me proposer son produit, je vais lui dire... Tu n'as pas le label, ce que je comprends, parce que c'est cher. Donc les petits producteurs sont souvent ceux qui ont besoin d'être soutenus et ne peuvent pas se payer encore le label. Donc je vais lui dire, mais est-ce que tu peux me garantir, souvent je leur demande même de me l'écrire, que tu fais tout selon le bio, même si tu n'es pas labellisé. Et souvent c'est le cas, sinon ils ne viennent pas vers moi, ou sinon la discussion se termine. Parce que c'est quand même ce vers quoi je veux tendre. Ensuite... Après, il y a pour moi quelque chose d'important. Il y a aussi une espèce de confiance ou de sincérité qu'on sent. Je vais beaucoup dans le contact direct. C'est-à-dire que je vais passer du temps avec cette personne. Je vais discuter avec elle. Si j'ai l'occasion, je vais voir ce qu'elle fait. Je trouve que c'est important. Une histoire ou justement une belle rencontre récemment à nous partager, parce qu'on voit que tu as ce lien très particulier. Tu es au centre entre tes clients et tes fournisseurs. Et effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Tu as un maillon fort en fait pour aider à pousser l'économie vers plus de durable, plus de sain. Oui. C'est vrai que mon rôle est peut-être très... c'est en arrière-plan, mais j'ai l'impression que je me retrouve dans le lien entre le client et le producteur. C'est-à-dire que le producteur, en tout cas dans le bio et le Déméter, est très occupé, il fait un travail passionnés, très investis. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Et moi, la première, j'apprends tous les jours avec eux. Je m'ennuie jamais. Mais je me rends compte, en fait, que de l'autre côté, les clients ne savent pas tout ça. Et à l'inverse, le producteur ne sait pas toujours où en est le client. Donc, je peux vraiment faire ce passage et expliquer au producteur. Par exemple, tu sais, tel et tel client m'ont parlé de ça, et ça leur ferait plaisir d'avoir d'autres variétés de tomates. Peu importe. Mais... Et ce lien est primordial parce qu'on est dans un même bateau, donc il faut qu'on avance ensemble. C'est vrai que les belles rencontres, tu me demandais, je les fais tous les jours quasiment, c'est vraiment magnifique. En fait, chaque fois que je vais, par exemple, pour dire l'une d'elles, j'ai été voir comment se faisait le pain dans une des fermes vers Yverdon. Et c'est magique de les voir s'investir depuis le grain, de choisir leurs céréales, ensuite de les moudre à la pierre pour que tout soit maintenu, pour que toutes les vertus y soient, de voir que la farine est comme ça dans le sac, et ensuite de voir toute la passion qu'ils mettent à pétrir cette pâte, à mettre du levain qui doit lever pendant une nuit entière. Donc c'est aussi de la patience pour faire de la bonne nourriture. Tout ce qui est fait rapidement en général n'est pas... on y perd quelque chose. Et ensuite, donc, c'est fait au feu de bois, donc il faut chauffer le four pendant des heures, des fois pendant un jour entier. On doit savoir quand est le moment parfait pour mettre son pain. Et les gens, en fait, c'est toujours des rencontres magnifiques parce qu'on ne fait pas ça si on n'est pas passionné. Donc, quand on échange avec ces gens, ça nous donne la flamme. Donc, ils transmettent la passion et puis tu la transmets. Et la conviction. Et la conviction. Et justement, par rapport à tes clients, je me demandais comment est-ce que
il y a énormément de produits dans ton épicerie, donc toi, tu dois avoir des petits points dans ta tête sur tous ces fournisseurs, tous ces producteurs et toutes leurs histoires. Mais comment est-ce que tes clients, justement, tu les guides pour choisir ? C'est très variable parce que ça dépend beaucoup des clients et où ils sont sur leur chemin. Donc, je dirais que je vais beaucoup à l'instinct. Donc, je vais toujours leur dire tout ce que je sais. Je vais toujours leur dire la vérité, voilà, de ce que je sais, du producteur qui est derrière, de ce que j'ai vu. Maintenant, par rapport au choix donc, de l'alimentation, c'est vrai que chez nous, au magasin, le choix, si vous voulez, quand vous venez dans un petit magasin comme celui-là, comme le Sureau, vous m'avez un peu fait confiance et confié tout ce pré-tri à faire. C'est-à-dire que moi, je fais un peu pour vous toutes les réflexions, chaque produit, je vais chercher, voir s'il n'y a pas mieux, j'attends. Après, je sais qu'il y a une demande, dès que j'entends qu'il y a quelque chose, je vais saisir l'occasion. Je suis toujours à l'affût aussi, je sais où sont les attentes. Et vraiment, je passe mon temps à faire ce pré-tri qui est tellement difficile à faire. Et effectivement, quand vous êtes dans un gros supermarché où il y a de tout, il y a du meilleur, il y a du très bon, c'est partout, mais il y a aussi peut-être le pire. On s'y perd peut-être un peu plus. Et puis c'est dur pour chacun de faire. Finalement, chacun devrait faire mon travail et faire tout ce pré-tri. Et justement, parlons justement un peu. Quels seraient tes conseils pour quand on achète peut-être au supermarché ou ailleurs que chez toi? Et en fait, c'est ce que tu fais toi aussi quand tu sélectionnes, tu es en dehors de ton épicerie. Donc, comment est-ce que tu fais pour choisir entre le bio, le local, peut-être d'autres labels? Il y a plein de labels d'origine. Alors oui, c'est vrai que j'ai souvent entendu cette tension entre le bio et le local. Beaucoup de gens m'ont dit « Ah, moi je fais local, donc je ne fais pas bio ». Mais alors c'est une question qui était, je pense, tout à fait valable il y a encore quelques années. Mais aujourd'hui, en tout cas, de ce que moi je vois, on peut faire bio et local, sans problème, vraiment. À condition, bien sûr, de suivre les saisons. C'est-à-dire que si on veut manger des fraises en hiver, ça rend les choses plus compliquées. Mais si on fait de saison, il y a maintenant suffisamment d'offres. Et plus d'ailleurs les champs feront les bons choix, et plus les paysans auront le courage de s'y mettre et le soutien aussi pour se mettre au bio, parce qu'il faut vraiment les soutenir. Eux, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je dis toujours... c'est pas à eux de tout faire, c'est aussi à nous de les aider, de les soutenir, aussi financièrement peut-être, pour faire ce chemin. Et du coup, donc les choix, tu dis, dans les magasins, je dirais, c'est vraiment, voilà, si vous pouvez, bio, local, de saison. Je dirais, en Suisse, on peut se dire parfois, je vais prendre local au détriment de bio si ça n'existe pas. En Suisse, je dirais, pourquoi pas, le conventionnel est déjà d'une très haute qualité. Si vous retrouvez dans d'autres pays où déjà le bio est d'une moins bonne qualité, parce que le bio n'est pas le même partout, on n'en parlera même pas du conventionnel qui doit être encore pire, entre guillemets. Donc, c'est vrai que là, il faudra réfléchir autrement. Peut-être que ça vaudra mieux de prendre bio que de prendre local, par exemple. Ouais. Tu disais que le bio n'était pas le même partout. Il y a plusieurs bio, même en Suisse, je pense. On a beaucoup de chance en Suisse parce que le bourgeon bio a les critères les plus élevés des labels bio. Donc voilà, vous êtes au cœur de... vous êtes très chanceux ici. Mais voilà, les autres sont pas... C'est déjà bien. Donc après, nous avons le bio de certains commerces qui ont choisi leur propre label bio avec des critères un petit peu inférieurs au bourgeon. On aura le bio européen qui est inférieur aussi. Et puis après, je crois que l'américain est encore un peu moindre, mais je suis pas sûre par rapport à l'européen. Et voilà, après dans les autres pays... Donc juste pour rebondir en fait sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que ça veut dire supérieur, inférieur? Pour moi, j'avoue, c'est pas très très clair et je pense que ça m'aiderait un petit peu. Enfin, ça nous aiderait un petit peu voilà, que tu nous expliques un peu ces notions. Alors bon, je suis pas l'experte du détail des labels, mais par exemple, c'est pour vous donner une image. Le bourgeon, par exemple, exige que toute l'exploitation soit en bio.
Alors que le label, par exemple, européen, un même fermier peut avoir une partie de son exploitation en bio et l'autre en conventionnel et quand même vendre son bio en bio. Donc, bien sûr qu'on peut s'imaginer qu'en forçant l'agriculteur à avoir le tout en bio, les erreurs ou les champs côte à côte, peut-être où il y aurait des passages, sont moins fréquents. Ou, voilà, on garantit encore un peu plus, par exemple, que c'est que du bio. Donc ça, c'est l'un des critères. Je sais qu'il y en a d'autres, mais voilà. Et moi, je sais par exemple beaucoup pour le Déméter et le Bourgeon. Le Déméter, comme je vous ai dit, par rapport aux vaches. Mais le Déméter est aussi plus exigeant justement par rapport à tout ce cycle qui se tient, tout ce cercle fermé, on va dire. Pas cycle, mais cercle fermé. Donc voilà, c'est un peu ces petites nuances qui font que... Voilà. Après, moi, je me dis... Si vous prenez déjà bio, même européen, le conventionnel aura toujours plus de pesticides qu'un bio européen. On est d'accord, j'ai des clients qui me disent « Ah, moi je prends pas le bio parce qu'il y a de la triche. » C'est vrai que moi ça me fait toujours un peu sourire parce que je me dis « Ah ben, pour pas être sûr qu'on triche pas, on prend du non-bio, comme ça on est sûr que c'est plein de pesticides. » Alors, je sais pas, pour moi ça se justifie pas beaucoup. Il y a de la triche partout en fait dans l'alimentaire. Hein. Mais après, peut-être pour revenir encore sur un point que tu as dit, parce qu'il m'a interpellée, c'est si on peut, on prend bio ou on prend durable. Et ce côté, si on peut, et là je reviens à un côté très pragmatique, qui est cette question de prix en fait. Parce que, et je pense que on a tous ces questions-là. On va dans un supermarché, on va dans des... Bon, voilà, le grand, petit, il y a des différences de prix qui sont non négligeables. Et voilà, donc comment... Toi, de ton côté, comment tu abordes cette question-là, aussi avec tes clients ou avec ton quotidien? Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi, finalement, pourquoi on arrive à ces prix et qu'est-ce qui fait qu'on va avoir ce choix plutôt qu'un autre? Parce que l'argent reste quand même aussi une barrière. Alors, voilà. Alors moi, je dirais là, il faut changer carrément, il faut faire un choix de vie. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose de pas cher, il y a toujours une raison. Comment on peut s'imaginer qu'une pizza qui contient du fromage, de la tomate, de la pâte, coûte moins cher que le fromage qu'elle est censée contenir? Probablement que le fromage n'est pas du fromage, mais du lait aggloméré avec des enzymes, que la tomate vient de Chine sur le dos d'exploitation d'enfants et de familles, et que la pâte est une farine qui est peut-être de la poudre blanche et pas beaucoup d'autres, et pas beaucoup plus. Donc, si c'est pas cher, c'est pas par magie, il y a toujours une raison. Et quelque part, quand vous achetez quelque chose, vous faites un acte social. C'est-à-dire que quand social est conscient, imaginez-vous quand vous achetez quelque chose, que si vous touchez l'aliment, vous voyez tout le parcours. Et vous pas besoin de se voiler la face et de faire du déni, vous vous dites qu'est-ce que je verrai. Et vous pouvez vous renseigner, hein, il y a bien assez d'informations sur ce sujet. Et je pense que si chacun pouvait voir au moment où il touche l'aliment, tout ce qu'il y a derrière, il ferait des choix totalement différents. Donc, pour moi, en fait, en tout cas au magasin, ce que ça veut dire, c'est que la même chose que vous, quand vous consommez en tant que client, moi en tant que client des paysans, on va dire, en tant que magasin client, je ne discute pas le prix. Il a de toute façon, de ce que j'ai vu, jamais assez. Donc pas jamais assez, mais je veux dire, il n'a encore pas assez. C'est-à-dire que tous les paysans que je connais travaillent énormément, beaucoup trop, et gagnent presque rien. Et c'est dû au fait que quand on fait du bio, ou du Déméter encore plus, il faut de la main-d'œuvre, il faut des gens qui désherbent, il faut des gens qui enlèvent les insectes. Alors que si on spraye des désherbants et autres, ça va beaucoup plus vite. Et ces gens, faut les payer. Mais en même temps, moi, ça m'enchante. Je me dis, je suis tellement contente de lui donner cet argent parce que je donne du travail aux gens d'ici. Alors que c'est une personne qui gagne avec une machine. Pour moi, c'est un plaisir, en fait, de mettre cet argent. Et c'est là que je dis, c'est vraiment un choix de vie. C'est-à-dire, quand vous faites ce choix, vous dites, maintenant, avec mon argent, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux m'acheter le téléphone dernier cri? Je veux faire un grand voyage qui coûte cher? Je veux m'acheter une voiture qui coûte 4 fois plus? Ou pas, hein, chacun a ses moyens, on est d'accord. Hein, mais ou est-ce que mon argent, il sert à soutenir quelque chose, à m'alimenter sainement, à faire cet acte social, quoi. Et quand vous avez fait cette démarche, au moment où vous payez cher, vous dites « Ah, voilà, le paysan, il a été payé, le conducteur a été payé aussi,
Et l'aliment, il est sain en nutriments, il a été fait dans une terre qui va continuer à produire, qui n'est pas morte tellement on l'a inondée de produits. Et l'eau qui en découle dans les sources, je pourrais encore la boire, mes enfants pourraient la boire dans 20 ans. Est-ce que ça vaut pas un peu d'argent ? Et pour finir, d'ailleurs, souvent, de ce que je vois, moi j'ai beaucoup de clients qui viennent au magasin qui ont été malades. Il a fallu qu'ils soient malades pour faire le pas. Et malheureusement, ça a coûté très cher de se soigner. Donc finalement, est-ce que vraiment on ne peut pas mettre cet argent à l'amont et puis se dire, je mettrai un peu dans ma voiture, je mettrai un peu moins d'argent ou j'économiserai ailleurs. Je veux dire, aujourd'hui, le budget familial pour l'alimentaire est à peu près de 8% en moyenne. 8%. Il y a 90 ans, dans les années 20, c'était 50 à 60% du budget. On mangeait du bio par défaut à l'époque. On ne savait pas que c'était du bio. En fait, le bio, c'est le normal. On devrait faire un label bio, c'est rien, et le label avec pesticides. Je pense que les gens n'achèteraient pas pareil. Mais voilà, donc en fait, aujourd'hui, quelque part, on se dit, cet effort pour faire cette bonne alimentation, elle mérite sa rémunération, et elle mérite plus que le 8%. Elle mérite peut-être, on ne peut plus revenir aux 50 ou 60, ça je le concède, les logements ont augmenté de prix, les choses ont changé, mais on pourrait peut-être mettre 15 ou 20%, ce serait encore décent et on pourrait sûrement encore se payer un petit voyage ou une voiture qui roule et qui va très bien. Donc voilà, c'est un peu ma logique en fait. Mais voilà, c'est mon cheminement. Ouais. Et c'est vraiment, à un moment, il faut faire le pas, de se dire, oui, j'ai un peu moins d'argent, mais... Alors voilà, je veux dire, là, j'ai pas parlé de... C'est clair qu'on peut pas... Comment dire, si quelqu'un est vraiment, vraiment très serré avec son budget, et tout, ma foi, voilà, il fait ce qu'il peut. On peut pas demander à tout le monde, mais je pense quand même qu'en Suisse, on est beaucoup dans la couche moyenne, aisée, pas trop, mais quand même à quelques petits moyens. Je pense que de nombreuses personnes peuvent faire l'effort. Si déjà tous ces gens-là font l'effort, après, les gens plus défavorisés, peut-être qu'on peut les aider autrement, mais voilà. Mais c'est pas juste non plus de dire, finalement, moi, ça me désole des fois de me dire, ceux qui n'ont pas les moyens doivent manger malsain. Super, quoi. Donc en fait, ces aliments ne devraient plus exister. Parce que même quand on a peu de moyens, on se fait du riz et des légumes. C'est jamais cher, le riz et les légumes, franchement. Si vous faites du riz et des légumes... Alors, c'est quand même fou de dire qu'on est dans une société où le pré-préparé est moins cher, ou aussi peu cher que du riz et des légumes. Puis c'est là aussi qu'il y a une histoire de culture plus que de réellement de moyens, en fait. C'est ça, quoi. Ouais. Ou des pâtes du canton de Vaud avec de la courge. Oui, on peut faire des choses très simples et pas très chères. Ouais. Après, c'est clair que si on prend le chocolat de l'artisan bio local, qui a pris sa fève et tout torréfié, enfin voilà, bien sûr que là on arrive dans des prix très chers. Mais en même temps, on le soutient. Mais bien sûr, mais après, je pense qu'on peut s'alimenter en bio. Les gens, j'ai eu beaucoup de retours de clients qui me disent, je suis venue chez vous au début, je me disais, oh là là, je vais faire sauter mon budget, puis ils me disent, en fait non, en fait ça va. C'est que c'est une idée, c'est cette idée, mais en fait, ils m'ont dit, au final, au lieu de prendre le pack de carottes 2 kilos parce que c'est moins cher, je prends mes 5 carottes dont j'ai besoin, puis je jette pas les autres. Je vais acheter seulement ce dont j'ai besoin parce qu'on peut prendre à la pièce. Je vais prendre le riz, ce que j'ai... Voilà, et en fait, au final, c'est plus cher que le conventionnel, mais c'est pas autant qu'on pense. Ouais. Simone, justement, par rapport à la gestion des déchets, on est en train de parler de plus en plus donc, de nos systèmes alimentaires qui polluent et qu'une des actions principales, ça serait de réduire nos déchets et dans les ménages et chez le revendeur. Donc comment est-ce que toi tu abordes cette problématique dans ton épicerie, les déchets, les invendus? Alors, donc, par rapport aux invendus, disons que les invendus les plus importants qu'on a au magasin, c'est évidemment le frais, puisqu'il passe de date rapidement. Et là, notre solution la plus facile, c'est qu'en fait, ma famille et moi, on mange que des invendus. Donc ça, c'est le début. Après, bien sûr que le reste des invendus va être... je vais le donner à mes collègues, à des amis, à la ferme. La ferme en a peu besoin puisqu'ils produisent l'alimentation. Donc les légumes, elle en a. Donc, la ferme ici et les autres aussi.
Donc c'est vraiment, voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, s'il devait en rester, ça va partir au compost de la ferme, qui va remettre ça dans les champs, et ça va être reparti dans le cycle. Donc rien n'est jeté à la poubelle. Ensuite, s'il y a des invendus secs, donc c'est-à-dire qui ont des plus longues dates, eh bien, on sait que dans le sec, c'est toujours de préférence avant le, c'est-à-dire que le sec dure bien plus longtemps que ce qui est écrit. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir peur de consommer après. Donc, c'est consommé progressivement. Soit c'est revendu moins cher pour des clients qui auraient un intérêt, à un prix moins cher. Ou effectivement, pour finir, c'est aussi partagé entre l'équipe et les intéressés. Mais on ne jette rien à la poubelle. Maintenant, ça c'est donc pour les invendus. Maintenant, je ne sais pas si ça t'intéresse aussi au niveau de notre gestion par rapport au magasin lui-même des emballages. Voilà, alors là, c'est une autre question. Et évidemment, c'est pour ça qu'on a introduit le vrac. Mais pour être sincère, le vrac, donc c'est mieux en déchets, mais c'est pas zéro déchet. On a toujours cette impression que c'est zéro déchet. Mais même les sacs de 5 kilos nous arrivent dans des emballages. Donc on favorise évidemment les emballages en papier quand c'est possible, mais tout n'est pas possible. Voilà. Donc nous, on va toujours choisir le mieux et on va toujours, là c'est mon rôle peut-être dans l'autre sens, du client vers le producteur. Je vais jouer ce petit rôle de suggestion. Des fois, je suggère, je dis « Ah, tu sais, tel autre, il fait ça dans du papier comme ça, ou il y a telle possibilité. » Et puis les choses avancent comme ça petit à petit. Je dirais que là, j'attends de mon côté encore au magasin des solutions de plus grande ampleur. Typiquement, pour vous donner un exemple concret, il s'est avéré qu'un petit producteur local que j'ai au magasin qui nous fait des jus de gingembre faisait d'abord des bouteilles consignées qu'il récupérait, qu'il lavait. Et il a fait faire une étude de cycle de vie avec des professionnels. Et il en est sorti que c'était moins écologique de les laver que de les mettre au vieux verre. Et du coup, maintenant, il récupère encore les petits bouchons, mais le verre, il reprend des bouteilles neuves qu'il réutilise. Et la conclusion, c'est qu'en fait, quand on est un petit producteur, de laver, on utilise plus d'énergie on va plus solliciter l'environnement qu'en repassant au vieux verre dans un pays comme la Suisse où le verre est bien trié. Là aussi, c'est de pays, de région à région. Donc, moi, de mon côté, ce que j'attends, je vous dévoile un petit secret, j'attends en fait quelque chose. J'aimerais bien qu'au niveau cantonal ou suisse, il y ait un grand fournisseur de bouteilles qui relavent, qui consignent, mais qui soient des formats que tous ces petits producteurs pourraient utiliser, mais qu'il y ait un système pour que moi, en tant que magasin, je puisse récupérer ces bouteilles et renvoyer ça directement dans cette centrale de nettoyage qui est suffisamment grande pour être écologique dans le lavage. Et je trouve que ce serait une super chose. Donc, si quelqu'un cherche du travail... Nous allons à présent mettre nos habits de maman imparfaite pour nous aider et aider nos auditeurs à répondre à des questions quotidiennes. Il nous semble difficile de pouvoir appliquer un mode de vie à 100% aligné. Nous voulons dire par là que certains de nos choix se font pour leur côté pratique, pour compenser le manque de temps ou simplement par méconnaissance. Et de ce fait, parfois, ils ne sont pas toujours les plus responsables pour nous et notre planète. Outre ton engagement professionnel, tu as aussi une vie de famille bien active, Simone. Peux-tu nous partager ce qu'il te semble facile à implémenter dans ta vie quotidienne, en famille, avec ton entourage, et ce qui nécessite une approche à petits pas? Donc, pour l'alimentation à la maison, pour essayer de quand même faire le mieux, je pense que quand même, le premier truc qu'il faudrait que je dise, en fait, c'est que il faut toujours essayer, mais pas être trop dur avec soi-même. Donc, on a le droit à des écarts, on n'est pas parfait, on fait ce qu'on peut, et je pense que si on essaye, on fait déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà la première chose. Et ensuite, en tout cas pour ma part, j'essaye effectivement, en ce qui concerne l'alimentation, de beaucoup cuisiner. Si vous cuisinez, vous faites déjà une grande partie, puisque quand on cuisine, on va favoriser les aliments simples, non transformés de manière malsaine. On
On va peut-être aussi pouvoir prendre du temps avec les enfants, les faire participer. C'est vrai que c'est un peu ce que je fais. Je vais aussi, ça c'est mon petit truc à moi, hein, comme j'ai beaucoup de légumes à manger, je fais beaucoup de soupes et du coup je vais les préparer à l'avance, je vais faire peut-être une grande potée et me faire quelques portions que je peux décongeler rapidement. Tout on a l'impression que la soupe c'est pas fun, les enfants n'aiment pas, mais ma fille d'ailleurs n'est pas une grande fan de soupe, mais vous pouvez très bien l'agrémenter moi je prends les restes de pain pour les accompagner et pour que ce soit bien plaisant et agréable, je les toast et je mets dessus un petit mélange beurre, ail et petites herbettes qui enchante en tout cas ma fille et mon fils aussi, mais ma fille qui est plus difficile. Et du coup, c'est vrai que ça permet de manière simple, on a un repas tout simple, très équilibré, sain, qui va être assez vite fait si on a fait une partie de soupe à l'avance. C'est vrai que c'est vraiment le cœur le cœur est dans la cuisine. Ouais. Si vous êtes pressé, mangez simple, mangez plutôt une tartine, je dirais, avec quelque chose de bon dessus, plutôt que des produits surgelés déjà préparés. Ouais. C'est un peu ma philosophie, quoi. Par rapport à en tout cas à l'alimentation. Ouais. Tout à fait. Donc là, on prendra un petit peu le bon sens, comme on dit. Mm-hmm. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit. Donc essayer, c'est déjà beaucoup. Mm-hmm. Mm-hmm. Merci. Au niveau du canton de Vaud, il y a de plus en plus d'initiatives pour développer une économie durable dans différents secteurs d'activité, d'ailleurs. On a bien vu que tu étais déjà une actrice engagée dans ce domaine. Mais quels sont tes principaux projets pour le futur ? Si tu veux bien la partager avec nous. Et ton actualité, on dira inédite ou pour ces prochains mois. Alors, la plus grande, le plus grand projet qui nous occupe maintenant, je te dis nous parce que c'est vraiment plus du domaine de Bois-Genoux, c'est-à-dire de tout. Là, on collabore justement. On aimerait faire devant le magasin un petit marché le jeudi matin. Donc, c'est-à-dire que le magasin serait ouvert, mais devant se tiendraient quelques producteurs, et notamment la ferme aussi du Bois-Genoux, pour avoir ce lien direct, plus présent, et puis peut-être aussi permettre à différents producteurs de venir différents jeudis, et de faire justement que les gens se rendent compte, derrière tout ça, il y a vraiment des personnes qui vivent. Et donc ça c'est notre projet le plus imminent. Ensuite, on a un autre projet plus ambitieux, mais qui que tout au début de son histoire. Dans la grange de la ferme, on aimerait développer un marché plus grand et peut-être moins temporaire de produits transformés, mais transformés. Donc ça s'entend sans décomposer les aliments, mais en les faisant peut-être fermenter ou modifier de manière saine. Donc c'est une ambition qu'on aurait pour rendre le site encore plus vivant et le contact encore plus présent. Après, au niveau du magasin, les projets sont quotidiens presque. On a plein de petits projets en cours, toujours dans l'idée de la valorisation des gens qui sont là, et aussi des fois pour le bien des clients, parce que le magasin c'est des fois plus que juste la nourriture ou le producteur. Pour moi, en tout cas, l'alimentation va aussi par l'échange et l'esprit. Donc, c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange. Ouais. Donc, voilà. Magnifique, merci. Plein succès pour ces beaux projets. Merci. Merci Simone, je pense qu'on pourrait continuer à parler encore des heures et on a énormément appris, j'imagine on aurait encore beaucoup de questions, mais on va essayer de clore un peu cet échange. Et pour clore, on a un petit quiz de Mettons le couvert, donc c'est 3 petites questions à répondre un peu spontanément qu'on a préparées pour toi. La première, c'est si tu devais associer nutrition avec un mot, ce serait quoi ? Ça serait clairement le plaisir. On n'en a peut-être pas assez parlé, c'est vrai. Mais c'est de là que tout part, en fait. Exactement.
Alors, tu nous en as déjà donné beaucoup, mais encore une dernière peut-être astuce du quotidien que toi, tu mets en pratique pour manger sain et durable. Oui, alors effectivement, donc je disais que c'était vraiment bien cuisiné. Peut-être aussi, j'ai entendu ça, j'ai lu ça, je pense, dans un livre que je vous donnerai peut-être tout à l'heure si vous voulez le mettre en ligne. C'est quand vous faites les courses, ça rejoint un peu ta question, Aude. Allez surtout aux étalages qui sont sur les bords et pas trop du centre. On dit ça parce que dans le pourtour, on a les produits frais, le pain, la viande, les produits non transformés, alors qu'au centre se trouvent souvent ces étalages de produits transformés. Et on dit, il faut d'abord faire le tour là et peut-être qu'on a déjà fait toutes nos courses. Donc ça, ce serait peut-être un petit plus que je pourrais donner. Comme par exemple, vraiment, faites vos courses dans les aliments simples et faites les préparations vous-même. Merci. Non, très, très bon. Alors, justement, maintenant, on arrive au cœur, à la fin, mais peut-être aussi ce qui nous tient le plus à cœur. Quelle est ta recette testée et approuvée que tu serais d'accord de partager avec nous et nos auditeurs? Alors, je suis un peu coquine parce que je vais vous en donner 2. L'une n'ayant pas besoin de recette, donc j'en ai déjà parlé. La première que j'ai envie vraiment de dire, c'est la soupe. Pour moi, c'est la représentation de l'aliment sain par excellence parce qu'il regroupe tous ces végétaux dont on n'a jamais assez. Elle se mange l'été comme l'hiver, à n'importe quelle saison. Donc, et on n'a pas besoin d'être un expert pour faire une soupe. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, pas besoin de recette. Et puis, l'autre, c'est plus personnel. J'ai des phases de cuisson chez moi à la maison. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui se fait au four. J'aime beaucoup, beaucoup la pâtisserie. Mais la pâtisserie du côté du pain. Et j'ai des phases, justement. Et là, je traverse une phase scone. Et c'est celle-là que j'ai envie de vous donner parce que le scone, pour moi, c'est se faire plaisir tout en prenant quelque chose, en tout cas le fait maison, en ne prenant pas quelque chose de forcément malsain, puisqu'un scone se fait avec une bonne farine qui a toutes ses vertus, avec un produit laitier, là choisissez justement pas le transformer de manière excessive, et avec des produits qui se trouvent à la ferme, donc du beurre. Et surtout, on peut y mettre un peu de sucre pour se faire plaisir, mais là, je conseillerais le sucre complet, ça s'entend pas le doré, mais le mascobado, bien complet. Et ça allie vraiment ce côté, avec mes enfants, j'ai énormément de plaisir parce que je leur fais ça pour le goûter. Le plaisir, on sort les petits scones du four, c'est délicieux. C'est bon, on peut accompagner ça d'une petite compote ou d'autre chose. Et voilà, donc c'est mon petit plaisir. Tu nous as donné envie, puis on mettra la recette complète pour les auditeurs, donc très prochainement. Et c'est vite fait. Ça, c'est important. Et on va la tester aussi. Écoute Simone, vraiment, on te remercie pour ce temps, cet échange. C'était vraiment un grand plaisir qu'on a eu aujourd'hui avec toi. Et je suis certaine, on est certaine que nos auditeurs auront le même. Donc, on rappelle pour tous les auditeurs que vous pouvez aussi rencontrer Simone à l'épicerie du Bois-Genou. Et on mettra le lien sur notre page Instagram. Et on en profite aussi pour remercier Michel Rollin qui nous a généreusement laissé occuper ces magnifiques locaux du Bois-Genou. Et Julien Grémaud qui nous a accompagnés pour cette première avec ses précieux conseils pour la technique. Un grand merci. Et donc si cet entretien vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager, à nous envoyer vos commentaires. Et nous remettrons le couvert très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et de notre planète.